Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Jean-Nicolas Ouellette et Kevin Gagnon qui viennent nous parler de la ressource Camé à l'espresso et à l'espresso allongé. Pierre nous amène son sujet, l'autonomie chez l'enfant. Notre collaboratrice Catherine Stassin est des nôtres, elle nous parle d'intelligence artificielle et santé mentale. Bienvenue à Folie douce. Vous êtes à l'écoute de Folie douce, l'émission qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'accueille maintenant mes invités, Jean-Nicolas Ouellette. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour. Et également Kevin Gagnon. Bonjour Kevin. Allô. Allô, vous êtes tous les deux de la ressource Camé. Jean-Nicolas, on t'a déjà reçu à quelques reprises à l'émission. Toujours intéressant de te recevoir. Puis tu nous as amené un participant qui va partager un peu son expérience. Pour faire changement cette fois-ci. C'est toujours un plaisir. C'est toujours bien. Mais j'avais Kevin qui était volontaire, qui avait le goût de venir. C'est très, très intéressant. Puis j'aimerais ça, en début d'entrevue comme ça, parler de Camé, ce que c'est C-A-M-E, accent aigu, c'est un organisme, mais décris-nous un petit peu pour le bénéfice des auditeurs. Alors, le bel acronyme tient pour Centre d'activité pour le maintien de l'équilibre émotionnel à Montréal-Nord. Donc, c'est un groupe d'entraide en santé mentale. C'est un de nos 3 piliers. Hein? Ouais. Et ça, c'est au cœur de notre action. Avoir un groupe d'entraide en santé mentale où des gens comme Kevin, comme moi, comme plein d'autres qui ont un vécu en santé mentale peuvent s'aider les uns les autres, ouais, avec des activités thérapeutiques, etc. Un autre pilier important, on a du soutien communautaire en logement social. On a 29 appartements subventionnés. Peut-être 10, 12 familles de ménages de plus que l'on aide à côté pour leur stabilité résidentielle, qu'ils puissent réussir leur projet de vie, etc. Toujours à Montréal-Nord, ça aussi. Oui, ça c'est vraiment à Montréal-Nord aussi. Les logements, les gens, la clientèle, les participantes, les participants, ça vient de tout partout où ils veulent. Tu sais, ils peuvent traverser le pont ou des choses comme ça, s'aventurer sur P9, quoi que ce soit, ils viennent. Ça, on n'est pas sectorisé, comme on dit. Et plus largement, là, depuis janvier dernier, fait moins d'un an là, qu'on a Camé Jeunesse, qui est un volet pour les jeunes de 15-30 ans, je te dirais. Là. Qui est un peu une nouveauté dans plusieurs organismes, parce que je pense qu'il y a un besoin de un peu se renouveler, parce qu'on était un peu, la plupart des organismes, je pense, avaient encore un certain modèle d'avant, où les gens ont vieilli, tout ça, mais les jeunes, justement les 15-30 ans, ou les plus jeunes, en fait, qui ont des problèmes de santé mentale, c'est un besoin. Je pense que c'est très utile d'ajouter ça de votre côté. C'est un besoin criant. Nous, ça fait 4-5 ans qu'on essaie de travailler là-dessus. Ouais. Puis dans la 5e année, on a réussi, là, on a un père aidant qu'on a engagé. Depuis qu'on s'est vu, il y a eu beaucoup de chemin parcouru dans les... on a déménagé à l'été 2019 dans un endroit qui est 3 fois plus grand que ce que l'on avait, qui donne tellement de possibilités parce qu'on est sur 2 étages. Quoique le volet jeunesse a un studio, un petit appartement au sous-sol. Alors, les jeunes ont déménagé en appart en bas, mais ils prennent le haut quand ils en ont besoin. Donc, oui, il faut évoluer. Je pense que tu l'as bien dit, là. La société a changé, les besoins ont changé. Faut pas négliger nos gens qui sont avec nous depuis longtemps, mais faut pas échapper la génération qui monte. Dont les besoins, le type d'activité, la façon de faire avec eux est différente. Il faut se renouveler. Je pense que c'était ça le mot tout à l'heure. Exactement. Se renouveler. C'est pas une mauvaise chose. En gardant le cap. Exactement. On sait où on va, mais on se renouvelle. J'aimerais ça entendre Kevin, parce que c'est un participant, c'est une vraie personne qui participe à des activités. Alors, Kevin Gagnon, peux-tu nous parler un peu de ton histoire d'abord? Oui. Moi, j'ai connu Camé avec mon infirmière. Puis j'entendais des voix, puis j'entendais des voix, puis j'entendais des voix. Elle m'a dit qu'il y avait des groupes de soutien pour les entendeurs de voix chez Camé. Fait que j'étais allé, puis j'aimais ça. Ça fait longtemps que tu fréquentes? Ça fait 2 ans. OK. Puis ça a répondu à des besoins, parce qu'effectivement, c'est une problématique. On entend, il y a de plus en plus de gens qui en parlent de ça, entendre des voix, en fait, ça devient souffrant. Là, c'est ça. Puis en faisant participer dans différents groupes, ben je me sens mieux. Ouais. J'ai des trucs pour... les voix, puis... Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton histoire générale? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, peut-être, tu t'es moins bien senti, tu as eu certaines problématiques en santé mentale? Ah, ça, c'est parce que j'ai vécu un post-choc traumatisme. OK. J'ai ramassé ma mère morte à terre quand j'avais 19 ans. OK. Elle s'avait suicidée. Ça remonte à plusieurs années? Ça fait 19 ans. OK.
Fait que c'est tout un choc, effectivement. Oui, c'est ça. Ce qu'ils m'ont dit, ça ressemblait à une place de crime. Tout. OK. Puis avant ça, tu n'avais pas eu vraiment de problématique de santé mentale? Non, j'ai fait une grosse dépression qui m'a rendu schizophrène. Okay. Ça voulait pas s'en aller, puis ça voulait pas s'en aller. Fait que là, l'infirmière, elle m'a dit, tu pourras aller chez Camé pour voir qu'est-ce que c'est. Si t'aimes ça, tu y vas. Si t'aimes pas ça, tu y vas pas. Mais j'ai aimé ça. T'as aimé ça? Oui, ça me permet de parler de mes affaires qui sont arrivées, puis comment que je fais pour tout décortiquer mes voix, puis savoir comment faire pour que mes voix s'en aillent sans prendre des médicaments, mais je prends toujours mes médicaments quand même. Ouais. Là, mais c'est ça, quand les voix y arrivent, les accepter, trouver une façon de gérer ça, en fait. Oui, c'est ça, de d'accueillir. Puis repousser. Oui, c'est très, très intéressant. On parlait de l'endroit, c'est ça. Dans le fond, tu as connu un nouvel endroit, parce que moi, je vous ai connu en 2013, quand on a fait des ateliers Folie Douce à l'autre local. C'est vrai. C'est effectivement, sur les photos, j'ai pas vu le nouvel endroit, là, avec la pandémie et tout. Disons que ça a plus ou moins été difficile, mais c'est un bel endroit. C'est une maison sur Gouin, si je C'est une maison sur Gouin, sur 2 étages. Une maison qui a été construite autour de 1910, je te dirais. Maison familiale de M. Pigeon, son nom de famille. D'ailleurs, on est au coin de Gouin et Pigeon. Puis ça a été agrandi. Cette maison qui est un peu plus que centenaire a été pendant 50 ans un bar, un club privé, le Club social de Montréal-Nord. Donc, il y avait déjà des aménagements à l'intérieur. Il y a eu, les proprios ont fait quelques rénovations. Bon, et voilà. Puis on est arrivé là, on est arrivé là le 3 juillet 2019. OK. Puis on a réussi à s'installer et tout ça. Et comme c'est grand, comme c'est vaste, on a pu rester ouvert tout le temps de la pandémie. On a pu accueillir, j'en parlais, une clinique éphémère de vaccination. On a pu faire plein de choses et on a pu justement progresser, ouvrir le volet jeunesse, quand même développer de nouvelles choses pour les gens. Ouais. Parce qu'on sait qu'on est dans une période... les gens qui ont mon âge voient que depuis quelques années, comment depuis 10 ans, plus les troubles anxieux prennent de la place dans la société, puis tout ça, c'est qu'on a pu s'adapter, faire des choses en présentiel ou en virtuel, faire un peu des deux. Là. Le local est magnifique pour ça. Là. Je voulais savoir, avant de redonner la parole à Kevin, je voulais savoir... Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu vous installer dans une maison, dans ce coin-là? Parce qu'on dit souvent que les gens, on parle de santé mentale, puis pas dans ma cour, c'est beau dans les principes, mais qu'est-ce qui a fait que que le propriétaire a accepté de vous accueillir? Alors, pour les voisins, ils se sont dit, enfin, autre chose que du monde sous. Eux autres doivent être tranquilles. C'est déjà beaucoup mieux. Bon, le zonage était là. Ensuite, les propriétaires ont une sensibilité aux questions de la santé mentale et tout ça. On les avait connus par ailleurs pour autre chose. Moi, en jasant, j'avais dit, on cherche notre local, c'est petit ici, puis sans être insalubre, c'est vraiment de moins en moins bien vivable. Puis elle a dit, gars, on aurait peut-être quelque chose pour vous autres. Et on a réussi à avoir, comme on dit en bon français, un maudit bon deal. Oui, c'est ça. Bon, c'est bon. Parce qu'on est quand même un financement communautaire aussi. Ouais. Là. Mais eux étaient pris avec quelque chose aussi. Là, dans le sens qu'ils ne voulaient probablement pas poursuivre dans le côté bar, puis il y avait un locataire à trouver. C'était rendu impossible. Ça demandait une quantité de rénovation extraordinaire. Donc, il y avait un alignement des constellations. Ouais. Eux continuaient dans l'état où était l'édifice, sa configuration, nous, avoir quelque chose de grand, spacieux, pour que les membres soient bien, puis qu'il y ait de l'espace et tout ça. Là. C'est une très bonne nouvelle. Qui nous permet de faire des conférences, faire toutes sortes de choses. C'est ça. Et Kevin, donc, tu voulais, je pense, intervenir à nouveau? Oui, c'est ça. Moi, quand je suis arrivé chez Camé, j'étais pour les entendre de voix. Après ça, on m'a dit d'aller au bureau, puis ils m'ont offert de faire du bénévolat. Fait que j'ai grandi avec Camé, ça fait depuis 2020. 2019. À peu près 2 ans. On s'est connus avant de déménager. Tu as connu l'ancienne adresse. Ouais. Donc, tu as quand même connu l'endroit original. Mais... Oui, c'est ça. Fait qu'on m'a demandé de faire du bénévolat. J'ai dit oui. Ça a changé ma vie. Je fais du bénévolat. Je suis membre du CA. Je fais partie du groupe de littérature du journal. Oui, c'est bien. C'est vraiment bien. Ça me permet de m'extérioriser, faire quelque chose de ma vie, puis tout, puis penser à d'autres choses que mes petites bébites. Avais-tu eu l'occasion avant ou avais-tu ressenti le besoin de t'impliquer dans un organisme avant ou c'est plus arrivé comme un peu c'est arrivé avec à Camé? Moi. C'est arrivé à moi, ils m'ont offert ça. Puis tout. Puis finalement, tu t'en tires des bénéfices, ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ça.
Puis il y a beaucoup de gens aussi à côtoyer. On finit par s'attacher aussi. Il y a beaucoup de réguliers, en fait, qui sont là, qui viennent. Je pense que toi aussi, ça fait longtemps que tu es là comme coordonnateur, mais je pense que tu t'accueilles des gens. Là, on n'est plus régulier, on est ancien. Mais tu vois, moi, j'ai commencé en 99 à Camé. Ça fait quand même longtemps que je suis là. J'ai eu une éclipse quelque part. Mais oui, on a un bon groupe d'anciens. On a un bon groupe de petits nouveaux, comme Kevin, qui sont là. Ça a régénéré aussi. Ça fait un beau mélange. Puis on a, comme je le disais tout à l'heure, le volet jeunesse, où là, leur présence est moins forte encore dans le centre pour l'instant. Ça viendra bien un jour. Là. C'est une autre approche. C'est ça, vous devez penser l'approche différemment, sûrement. Oui, puis aller avec la réalité des jeunes qui sont dans un parcours d'études, de travail, donc c'est pas souvent en prévention de l'hospitalisation plutôt qu'après que soient arrivés les problèmes et l'hospitalisation. C'est sûr. On espère y arriver, donc on travaille là-dessus. Donc c'est un petit peu différent. Ils font sentir leur présence, mais autrement, là, à ce moment-là. Là. Si on a quelques minutes, si jamais tu voulais nous broster un ou l'autre ou les deux, un peu le type d'horaire qu'on peut retrouver. Tu parlais de différentes activités. Est-ce que c'est systématique, là, genre le lundi, il y a telle chose, le mardi? C'est pour donner une idée aux gens, pour donner peut-être le goût de vous appeler, d'aller vous voir? On a fait on a changé de locaux. On a aussi changé de site web, là. Camé.ca, camee.ca. Il y a un onglet jeunesse. L'horaire est là. On a un horaire qui change pratiquement tous les mois. Avec des classiques, notre ami Kevin, c'est tous les mardis que le groupe d'entendeurs de voix. Les voix. Tous les mardis, c'est ça. Puis il y a plusieurs participants qui le font, qui participent au groupe, c'est ça? Oui. Puis ça, faut pas que ça change. Ils ont leurs habitudes. Vous avez été un des premiers, d'ailleurs, à Montréal, je pense, à faire ce genre d'activité. À Montréal, le premier. Je pense que oui, parce que... Alors, c'est Québec le premier, Trois-Rivières, puis ensuite Montréal-Nord. Parce que il me semble que ça fait longtemps que j'en entends parler chez vous, puis on en entend dans beaucoup d'organismes, mais je pense que vous avez été assez précurseur à Montréal là-dessus, sur les entendeurs de voix. Oui, là aussi, là, avec Brigitte Soucy, d'autres gens, là, on voulait amener quelque chose parce que... et là, tu vois, le bien que ça fait aux gens, ils en parlent. Hein, le groupe d'entendeurs de voix, ça lève le tabou, puis les gens en parlent, puis disent, moi, c'est ça mon problème, j'entends des voix. Et là, l'autre à côté dit, moi aussi. Et on voit comment qu'ils en ont moins honte, ils sont plus seuls, comment que ça les aide. Alors, et ça, c'est une activité qui est le mardi après-midi depuis... Je regarde Kevin comme s'il était vieux, là. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Ça a toujours resté le mardi, dans le fond. Pas mal tout le temps. Il faut que l'habitude soit là, que les gens l'aient, etc. Comme notre plus vieille activité, c'est le groupe de partage du lundi après-midi, qui a pratiquement toujours été là. On aime bien aussi l'expression par l'art. Donc, on a une activité de musique. Là, c'est les mardis matins, mais ça pourrait bouger. L'art, bien sûr, visuel. Là, à plat, donc peinture, dessin, etc., les jeudis après-midi. Mais la musique puis l'art, tu vois, c'est pas de la thérapie, c'est un musicien qui fait la musique, c'est une artiste qui fait l'art. Tu sais? Parce qu'on veut pas se sentimentaliser tout ce qu'on fait. C'est ça. Peux-tu avoir du fun aussi? Oui, il faut du loisir, là. Je veux dire, ça fait du bien à tout le monde. C'est ça. Bon, mais par contre, à l'occasion, pas à toutes les sessions, on peut avoir de l'art-thérapie. Si j'ai un groupe suffisant, 6-8 personnes, avec une vraie art-thérapeute, comme on a la gestion autonome de la médication, et qui change de jour pour s'adapter à tout le monde de temps en temps. Là, c'est l'activité sur les troubles anxieux, gestion des émotions, pour être sûr que, c'est 4 semaines, 4 demi-journées. Donc, des fois, ça va être le mercredi, ça va être le vendredi, pour essayer d'aller rejoindre, au fil des mois, un maximum de gens, là. Il reste très peu de secondes, mais c'est fort intéressant. Là, écoute, en terminant déjà, c'était très intéressant, mais je pense que ça vous avait donné le goût à beaucoup de gens d'aller vous voir ou d'aller consulter ce que vous faites. Donc, peut-être rappeler le site web, c'est peut-être le meilleur moyen. Tout le monde est pas mal branché. C'est le meilleur moyen. Alors, camee.ca, tout en minuscule, pas d'accent. C-A-M comme maman, E-E.ca. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook. Les jeunes de la ressource tiennent ça à jour régulièrement. Le local est grand. Si vous passez au 48-98 Gouin-Est, il y a un stationnement à côté. Arrêtez, venez nous voir. On va y aller, ça donne vraiment le goût. Venez faire un tour. Merci beaucoup. Donc Jean-Nicolas Ouellette, qui est coordonnateur chez Camé. Merci beaucoup, Kevin Gagnon, donc participant. Puis ça donne le goût vraiment de les gens qui sont un peu gênés ou ils peuvent effectivement y aller, parce que je pense que tu as trouvé vraiment un endroit qui est intéressant pour toi. Donc, oui, c'est ça. Merci beaucoup de votre venue ici à la Folie Douce, puis bonne continuation. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Oui, on va aller vous voir. Merci. Notre site web déborde de contenus originaux et variés au sujet de la santé mentale. Venez nous visiter à antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, l'autonomie chez l'enfant. Oui. Et on va voir dans cet article que développer l'autonomie chez l'enfant, c'est exactement ce que ça dit. Ça commence dès l'enfance. Ouais. C'est mieux de ne pas attendre à l'adolescence avant d'essayer de développer cette notion chez l'enfant. Et souvent, c'est pas si clair que ça. C'est-à-dire que, oui, il y a peut-être des livres qui sont faits, mais c'est assez récent parce qu'il faut y aller un peu avec son instinct, je pense, en tant que parent, parce que c'est pas toujours évident de jusqu'à quel point, selon l'âge, justement, jusqu'à quel point on peut rendre autonome un enfant. Oui, parce qu'au fond, la raison pourquoi on élève des enfants, c'est dans l'espoir qu'un jour, ils vont devenir autonomes. Ah oui, autonomes, puis qu'on puisse se compter sur des êtres humains bien développés. Hein. Oui, et comme tu sais, j'aime souvent commencer par une définition que je trouve dans un dictionnaire en ligne quelconque. Souvent, je vais sur Wikipédia. Ouais. Et juste pour le plaisir, je voulais voir la définition qu'on offre. On nous dit « L'autonomie est la capacité d'une personne à subvenir à ses propres besoins. Comparé aux animaux, les êtres humains ont besoin de beaucoup d'attention et de soins et d'un grand nombre d'années avant de devenir autonome. Par exemple, un cheval sait se tenir debout, se nourrir et marcher seulement quelques minutes après sa naissance, tandis qu'un être humain a besoin d'environ 1 an pour atteindre ce point. C'est vrai. En philosophie morale, l'autonomie est la faculté d'agir par soi-même, en se donnant ses propres règles de conduite, sa propre loi. L'autonomie est synonyme de liberté. Elle se caractérise par la capacité à choisir de son propre chef sans se laisser dominer par certaines tendances naturelles ou collectives, ni se laisser dominer de façon servile par une autorité extérieure. Oui, c'est sûr. Alors, dans un article qui s'appelle L'autonomie chez l'enfant, justement, que j'ai trouvé sur le site Naître et Grandir, un site d'ici. Oui, un très bon site d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de ressources sur ce site-là au niveau de l'enfant, effectivement. Exactement. La recherche et la rédaction est créditée à l'équipe de Naître et Grandir avec une révision scientifique de Mme Ariane Leroux-Boudreau, qui est psychologue. On nous dit à partir de 5 ans, l'acquisition de l'autonomie est très importante. L'enfant peut toutefois vivre de l'anxiété à cause de tous ces changements et de ces nouveaux apprentissages. Il a besoin de savoir que vous êtes présent pour lui. L'autonomie se développe petit à petit dans plusieurs sphères de la vie. Elle touche les habiletés physiques, la pensée, l'acquisition de connaissances, l'interaction avec les autres et la gestion des émotions. À 5 ans déjà, l'enfant commence à être capable de planifier et d'organiser un travail, à condition qu'il s'agisse d'une tâche très simple. Sur le plan de l'autonomie personnelle, vers l'âge de 5 ou 6 ans, l'enfant est capable de s'habiller seul, mais il peut encore avoir besoin de soutien pour attacher des petits boutons, par exemple. Il devrait commencer à être capable de nouer ses lacets tout en mettant ses souliers dans les bons pieds. Mm-hmm. Ce que moi, j'apprends à faire là, récemment. OK, c'est ça. Depuis peu. À part ça va bien. ça se passe bien. Oui. Sur le plan de l'hygiène, on peut s'attendre à ce qu'un enfant de cet âge puisse se laver seul. Une supervision peut toutefois s'avérer nécessaire, ainsi qu'un rappel des éléments importants. Vers l'âge de 7 ans, l'enfant devient de plus en plus autonome et responsable. Il peut alors donner un coup de main dans l'accomplissement des tâches de la maison. Il est aussi capable de réflexion et d'un certain raisonnement logique. Moi, j'ai remarqué, Yvan, que les jeunes enfants, là, pour aider dans la maison, une chose qu'ils aiment beaucoup, c'est de défaire la commande d'épicerie et de serrer les choses dans le frigidaire ou dans l'armoire. C'est plus plaisant ça, que de passer le balai. Je sais que moi et ma soeur, on faisait ça quand on était C'est ça, il y a des activités qui sont moins plaisantes, puis c'est ça semble plaisant parce qu'il y a de la nourriture en jeu, on voit un peu l'inventaire en même temps. Exactement, oui. Même si l'âge de l'enfant nous donne un aperçu de son degré d'autonomie, il ne faut pas oublier que chaque enfant est unique et progresse différemment. Votre enfant peut développer son autonomie plus rapidement dans un domaine que dans un autre. Il peut, par exemple, ne pas encore être en mesure de se préparer seul le matin pour aller à l'école, mais s'être déjà bien intégré dans un groupe. Plus vous êtes attentif à l'évolution de votre enfant, mieux vous pouvez l'accompagner et lui fournir les outils nécessaires selon ses besoins. Maintenant, comment favoriser l'autonomie de votre enfant? Vous pouvez aider votre enfant à acquérir de l'autonomie de plusieurs façons. Ici, on nous en propose 9. Ouais.
Premièrement, encouragez-le. Faites confiance à votre enfant et utilisez des mots pour le lui montrer. Dites-lui, par exemple, « Tu es capable » ou « Tu peux le faire ». Rappelez-lui les moments où il ne croyait pas être capable de faire une chose et où il a finalement réussi. Félicitez-le pour ses succès. Sinon, rappelez-lui qu'il est en situation d'apprentissage. Faites-lui remarquer qu'il a quand même réussi certaines étapes et qu'il n'a pas échoué complètement. Aidez-le à trouver des façons de s'améliorer. Ouais. Des mots de sagesse. C'est très positif, ça. Mm-hmm. Ah oui? Deuxièmement, stimulez sa curiosité. Laissez-le explorer les domaines qui l'intéressent. Incitez-le à essayer des activités qu'il ne connaît pas. Donnez-lui envie de découvrir des choses en étant curieux vous-même. N'hésitez pas à aller à la bibliothèque du quartier et laissez-le choisir un livre en fonction de ses champs d'intérêt. Ouais. Troisièmement, confiez-lui des tâches domestiques. Impliquez votre enfant dans les petites tâches au quotidien. Vous pouvez lui confier de petites responsabilités simples. Non seulement cela lui permettra de développer de l'autonomie et de la confiance, mais aussi de passer du temps avec vous. Par exemple, vous pouvez demander à votre enfant de plier les serviettes, de mettre la table ou de vous aider à ranger les ustensiles. Il peut aussi s'impliquer en rangeant ses effets scolaires dans un sac et en plaçant son repas dans sa boîte à lunch. Mais je m'arrête ici, Yvan, et je poursuivrai un peu plus tard dans l'émission. Oui, des bons conseils, finalement. L'autonomie chez l'enfant, donc on poursuit ça à l'espresso allongé. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin nous propose sa chronique « Intelligence artificielle et santé mentale ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « L'autonomie chez l'enfant ». Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs. C'est avec plaisir que je reçois à nouveau notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, tu nous amènes comme sujet l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé mentale qu'on appelle IA, intelligence artificielle. Oui. Beaucoup de développement qui se fait dans ce domaine. Beaucoup de développement et on en attend beaucoup. Oui. Mais dis-moi un peu Yvan, est-ce que tu penses que l'accès aux soins en santé mentale, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est facile pour tout le monde? C'est rapide? Ou... Non, sûrement pas. Non. Sûrement pas. Puis surtout, ce que j'en comprends à date de l'intelligence artificielle, c'est qu'on veut mieux aider les gens à trouver ce qu'ils veulent vraiment, parce qu'on peut se perdre assez vite là, dans la recherche. Là. Eh bien voilà, c'est sûr que l'intelligence artificielle, elle va servir les soins en santé mentale de différentes manières. Et on peut espérer donc que l'accès aux soins en santé mentale sera plus facile et plus rapide. Ouais. Et voilà, on va un petit peu voir comment on pourrait y arriver. Ouais. C'est certain que le fait d'utiliser des programmes informatisés, de normaliser certains éléments, de compiler des données de manière très rapide et organisée comme le font les programmes informatiques, va aider à donner un accès aux soins, va aider peut-être dans le diagnostic d'une maladie, dans le traitement de la maladie, dans le suivi qui est important et idéalement aussi dans la prévention. Mm-hmm. D'accord? Alors là, on fait un peu le tour et on se dit « Oh, c'est vraiment quelque chose de bien si ça peut couvrir l'ensemble de ces éléments. » Alors, on sait aussi qu'un Canadien sur 2 à 40 ans aura vécu ou vit une maladie mentale. C'est quand même un Canadien sur 2 qui va vivre. Plus ou moins grave, voilà. Dépression ou autre, ou peu burn-out. Importe, une maladie mentale quelconque, ouais. Un Canadien sur 2. Quand même beaucoup. Rendu à l'âge de 40 ans. Voilà, rendu à l'âge de 40 ans, c'est vraiment très important. C'est là une des principales causes d'invalidité au Canada. Donc, sachant cela, c'est sûr qu'il y a des fonds qui sont mis aussi pour que l'intelligence artificielle développe un petit peu et participe à l'accès aux soins, etc. Et c'est toujours un peu nébuleux, jusqu'à un certain point. En tout cas, les gens entendent beaucoup parler de ça, l'intelligence artificielle, mais c'est tellement nouveau
on se demande un peu, ça va faire quoi dans les faits? Là, Bon, alors, dans les faits, je peux donner plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est l'étude des cerveaux que plusieurs chercheurs effectuent et ont effectué. Ils ont comparé des cerveaux de personnes atteintes de schizophrénie et des personnes qui n'étaient pas atteintes de schizophrénie. Et donc, ils ont vu des différences. Ils ont vu des différences avant, puis ils ont vu des différences au moment de réaction de certains événements, etc. Donc, ils peuvent analyser et mieux comprendre la maladie, donc mieux la soigner, peut-être aussi mieux prévenir et organiser. Tiens, si vous avez tel et tel symptôme, peut-être que vous avez la maladie, et mieux organiser l'information sur cette maladie. Donc, on comprend que c'est sûr qu'avant, il y avait des études également, mais là, il s'agit d'études qui bénéficient de la vitesse de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une compilation rapide de données médicales, donc une compilation de données qui deviennent aussi des données purement mathématiques, et de là, on peut tirer des conclusions et faire bénéficier l'ensemble de la société. Selon des observations sur plusieurs cas similaires, peut-être, donc on en vient à une conclusion de dire, la majorité de ces gens-là ont souffert de telle chose, ils ont fait tel truc, donc peut-être ça pourrait vous aider. Dans le fond, on va accélérer un peu le... On va accélérer, parce que c'est sûr que ça existe depuis toujours, les études de cas, mais là, ils combinent évidemment l'imagerie médicale avec les programmes informatiques associés à l'imagerie. Donc, ça va extrêmement vite et c'est très fin comme diagnostic et comme remarque des études. Donc, il peut y avoir un développement très important à ce niveau-là, au niveau de l'intelligence artificielle. En toxicomanie, c'est aussi important parce que ils ont pu étudier chez des jeunes ce qui les caractérisait, ceux qui avaient... Des jeunes personnes vraiment qui étaient tombées dans la toxicomanie ou dans le développement, dans l'alcool de manière très importante. On a remarqué qu'il y avait certaines caractéristiques dans la personnalité. Et donc, ils ont fait une étude générale et ils ont pu remarquer qu'ils pouvaient organiser de la prévention par rapport aux traits de personnalité dans les écoles, dans les maisons de jeunes, etc., pour dire attention... Voilà, sachez que vous allez peut-être être sujet à l'addictologie parce que vous avez tel et tel trait de personnalité. Soyez vigilants, faites attention. Sachez que si vous buvez beaucoup pendant autant de temps, vous avez peut-être un risque. Donc, ça a aussi permis donc non seulement de bien organiser la prévention, mais d'ajuster aussi la prévention avec des questions très, très pointues, une analyse pointue de la consommation, etc. Donc, ça permet de manière à grande échelle aussi d'étudier les phénomènes et d'avoir plus vite aussi les résultats de manière informatisée. Mais d'après toi, d'après ce que tu as lu, est-ce qu'on est déjà arrivé là ou c'est encore en développement? Parce que non, pour tout ce qui est prévention de l'addictologie, on est déjà là. On est déjà là. Il y a déjà des programmes de prévention qui sont adaptés grâce à ces études. Okay. Oui, tout à fait. Comme pour la schizophrénie aussi. Il y a d'autres applications. De manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que l'intelligence artificielle, qui participe aux soins en santé mentale, vont participer à quoi? À plusieurs étapes. La prévention, dont je viens de parler par exemple avec l'addictologie, la prévention, le diagnostic, le traitement des problèmes en santé mentale et le suivi, d'accord? Pour ce qui est du diagnostic et de la prévention, elle est là, l'intelligence va plus essayer là d'étudier, déterminer l'ensemble des caractéristiques de la maladie, d'accord? Tandis que dans le traitement, on aura là, on peut par exemple citer pour le traitement les agents conversationnels. C'est un terme un petit peu bureaucratique pour dire que vous avez dans le fond un suivi qui peut être par clavardage ou par texto, qui va permettre un traitement psychologique. Les États-Unis, il y a déjà énormément de cabinets qui consultent de cette manière et donc qui vont, selon ce que vous répondez, aiguiller certaines réponses toutes faites. Alors, il y a vraiment beaucoup de pour et de contre pour ce genre de choses-là, mais c'est une application de l'intelligence artificielle
en théorie cognitivo-comportementale. D'accord? Donc, c'est vraiment une petite partie de tout ce qui est thérapeutique. Voilà. Dans ces choses-là aussi, ce qui peut faire peur au monde, c'est des fois de se dire est-ce que la machine va nous avaler, là, dans le sens que est-ce qu'on en connaît trop? C'est toujours le danger. Les gens ont toujours un petit peu peur à ça. C'est beau là, quand c'est bien utilisé. Normalement, ça va faire sauter des étapes, puis on va probablement avoir une réponse plus facilement à nos interrogations, mais on a toujours l'impression que ça peut être quelque chose qui peut nous être dangereux, entre guillemets, pour les personnes. Je pense que tu as raison. Mettons-nous à la place d'un psychologue ou même d'un patient. Si le système, il n'ose pas répondre vraiment à ce qui se passe et qu'en plus le psychologue ou le thérapeute, un autre type de thérapeute, ne voit pas son visage et ses réactions, ne voit pas qui ment, peut-être, en tout cas qui ne dit pas tout, ça peut mener à une réponse qui ne sera pas adaptée à ce que vit la personne. L'idéal, je pense, c'est quand même d'être en vis-à-vis, en face à face avec le thérapeute qui perçoit le langage corporel en plus du langage qu'on connaît, la formulation de phrases, etc. Je veux dire, il faut... C'est pas évident, je me mets à leur place de se dire, je dois me fier, en tout cas pour certains cas, à une application qui rédigerait des questions et qui me renverrait les réponses Et puis j'interviens seulement une fois qu'il y a X réponses. C'est très spécial. Enfin, soit je ne suis pas psychologue, mais je trouve que c'est assez angoissant pour les thérapeutes. Et peut-être je ne sais pas si les gens prennent la peine de rassurer les participants, parce que leur dire, essayez d'être le plus franc possible, le plus honnête, parce que c'est comme ça que ça va vous aider. Je pense que c'est ce qui fera le succès, les avancées ou non dans ce domaine-là particulier. En tout cas, je pense que c'est la réactivité des cliniciens. Qu'est-ce que les cliniciens vont faire? La capacité de ces programmes de passer du laboratoire à la pratique clinique. La volonté des cliniciens de l'appliquer ou pas, selon ce qu'on vient de parler. Tiens, dans le fond, il y a des dangers, etc. Est-ce que j'ai envie de faire ça avec mes patients? C'est vraiment, il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, le succès dépendra de tout cela. On peut se dire que dans la pratique clinique, l'intelligence artificielle n'est pas encore très intégrée. D'accord? Et peut-être en ce qui est la pratique. Oui, et peut-être que les succès, en fait, s'il arrive des belles histoires, les faire connaître, dire, vous voyez, la personne, ça l'a beaucoup aidé. Donc, à force que les gens vont voir ça, peut-être vont avoir encore plus confiance, puis vont embarquer plus dans le processus. Oui, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup et que ça attire, ces recherches attirent le regard et l'écoute des personnes et fait un petit peu rêver. Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent. Les Japonais ont utilisé même des endroits aux États-Unis, des compagnons robotisés pour gérer la solitude dans les maisons de retraite. Et je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire où on voit vraiment un robot qui va voir les personnes âgées. C'est pas le chien en zoothérapie, là, c'est vraiment un robot et ils peuvent flatter, ils peuvent parler avec le robot. Bon, je ne sais pas si ça va fonctionner avec tout le monde. Mais c'est quand même mieux que rien, à quelque part. C'est mieux que rien, mais je trouve ça très déshumanisant. Est-ce que c'est vraiment ça dont ces personnes ont besoin? C'est ça, il faut voir. Il faudrait mesurer l'effet. Est-ce que l'effet est quand même... Peut-être que le robot a une belle voix, puis accompagné de musique, je ne sais pas. Je n'ai pas vu l'expérience, mais on ne sait jamais. Je vous invite peut-être à chercher un petit peu sur Internet. Ce qu'on a vu qui fonctionnait aussi, c'est le diagnostic précoce, avec des programmes informatiques pour les militaires qui reviennent du front ou de la guerre pour le stress post-traumatique. S'il y a un suivi par application où ils disent comment ça va aujourd'hui, je reviens, ça fait X jours que je suis revenu, je n'ai pas telle et telle sensation, je mange avec tout le monde, j'ai pas envie de rester chez moi et des choses comme ça. Ça, il y a déjà du positif parce qu'on détecte plus tôt le stress post-traumatique. On n'arrive pas jusqu'au drame. Ça, c'est bien aussi. Là. Alors ça, c'est des choses positives. La prévention, c'est excellent, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a des situations où ça peut vraiment fonctionner aussi comme... comme le dispositif, les dispositifs qui existent sur les portables, où vous pouvez très facilement enregistrer des données de la manière dont vous vous sentez dans la journée et avoir du coup des alertes. Tiens, je n'ai pas été à la gymnastique ou je ne suis pas sortie depuis autant de jours pendant la Covid. Et votre petit logiciel va vous dire sur votre téléphone,
il serait temps que tu appelles ton thérapeute, il y a quelque chose qui va pas, il y a des paramètres qui s'accumulent et qui font que c'est pas l'idéal. Ou alors il rappelle, sors aujourd'hui, ou as-tu mangé de manière équilibrée, etc. Donc il y a déjà des petites applications qui existent comme ça et qui sont gratuites. Vous pouvez aller chercher ça sur Internet et qui sont bénéfiques aux gens en attendant de voir un thérapeute. Je ne pense pas que ça puisse suffire, évidemment. Mais ça peut aider. Et avant de terminer, Catherine, il y a des références. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner? On va donner les liens sur notre site, mais sinon, est-ce que tu as des choses? Les gens cherchent en général intelligence artificielle. Il y a beaucoup de liens, j'imagine? Alors, je vous ai mis des liens sur le site et vous allez voir qu'il y a des liens aussi bien sur des recommandations de la part d'un groupe de recherche dans le domaine qu'un reportage vidéo de Radio-Canada qui s'appelle Allô Robot Bobo et qui est vraiment très bon. Donc, allez voir ça. C'est dans notre site antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce. Alors, intelligence artificielle en santé mentale. Merci beaucoup, Catherine Stassin, de ta présence encore une fois. Merci, Yvan. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Folie douce. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Nous poursuivons maintenant avec l'espresso allongé et le sujet l'autonomie chez l'enfant. Oui, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet, sur le site Naître et Grandir, c'est crédité à l'équipe de Naître et Grandir avec la révision scientifique de Mme Ariane Leroux-Boudreau, qui est psychologue. J'avais commencé la liste des 9 conseils pour aider les parents à inculquer l'autonomie chez les enfants. Ouais. J'étais rendu au point numéro 4, où on nous dit « Apprenez-lui à régler ses conflits. Si votre enfant se dispute avec un autre enfant, il est préférable de le laisser régler le conflit lui-même tout en assurant une certaine supervision. S'il vient toujours vers vous lors d'une dispute, laissez-le s'exprimer. Aidez-le à nommer ce qu'il ressent. Suggérez-lui ensuite de dire calmement à l'autre enfant ce qu'il vit. Incitez-le à réfléchir à une solution et à la proposer. » Ouais, c'est... Dans un monde idéal, c'est beau. Dans un monde idéal, ces principes-là sont excellents, mais souvent, c'est ça, c'est juste de les mettre en pratique puis de créer une habitude, tu sais, comme parent. C'est ça aussi. Là. 5e point, laissez votre enfant faire des choix. Même s'il y a des règles à suivre et des limites à respecter, permettez à votre enfant de faire certains choix. Par exemple, il peut choisir de ramasser ses jouets avant le souper plutôt qu'après. Il aura alors le droit d'écouter son émission de télévision préférée après le repas. Permettez-lui aussi de choisir certains vêtements, comme son chandail ou ses pantalons. En établissant des règles et des conséquences claires, vous aiderez votre enfant à prendre des décisions et à assumer ses choix. Il s'agit d'un pas important vers l'autonomie. 6e point, évitez de le surprotéger. Il est normal d'imposer des règles à suivre à la maison et de veiller à la sécurité de son enfant. Toutefois, il est important de lui laisser de la liberté afin de lui démontrer que vous avez confiance en lui. Cela favorisera son autonomie. Si vous faites tout à sa place et si vous avez toujours peur pour lui, il perdra confiance en ses moyens et sera démotivé. Oui, c'est sûr. Non, c'est certain. Ouais. Mais en même temps, aussi, il y a différents types d'enfants. Tu sais, des enfants, eux, d'eux-mêmes, sont très entreprenants. Tu sais, ils sont très autonomes. Puis il y a d'autres enfants, des fois, il faut aller les chercher. Fait que ça, faut s'ajuster aussi. Hein. Ouais. 7e point. Ayez des attentes réalistes. Ne perdez pas de vue que votre enfant est un enfant. Laissez-lui le temps d'apprendre à son rythme et restez patient. Encouragez-le et soyez attentifs à ses progrès. Félicitez toujours votre enfant lorsqu'il franchit une nouvelle étape. Il est important que votre enfant soit placé devant des tâches qu'il est capable de faire. Il se peut que vous deviez d'abord lui montrer comment faire. Vous pourrez par la suite, une fois qu'il aura réussi, augmenter légèrement le niveau de difficulté. Ben oui, tout à fait. C'est un bon plan. Effectivement, il faut suivre ça, c'est sûr. Il faut être à l'écoute. Puis il faut voir si l'enfant semble avoir de la difficulté. Ben, je pense que c'est une bonne façon peut-être de diminuer les tâches ou de donner quelque chose de plus adapté. Ouais. 8e, laissez-lui du temps. Si vous trouvez que votre enfant n'exécute pas assez rapidement une tâche ou s'il a de la difficulté à l'achever, laissez-lui quand même le temps dont il a besoin. Il doit réussir lui-même des choses pour apprendre et se sentir fier de lui. Il est donc préférable de prévoir 10 ou 15 minutes de plus pour choisir ses vêtements et s'habiller.
Votre enfant aura toujours besoin de vous. Alors soyez là pour l'accompagner et le superviser. Montrez-lui vos trucs pour bien faire les choses et laissez-le ensuite pratiquer. Acceptez aussi que votre enfant puisse choisir une manière autre que la vôtre, tout en exécutant bien la tâche demandée. Ça, c'est intéressant aussi, le laisser trouver des trucs à lui. Oui, parce que si on impose notre façon de faire, on a chacun sa personnalité, effectivement, ça se peut que, écoute, l'autonomie passe aussi par la découverte par soi-même de trucs, c'est ça aussi. Par la découverte de qui il est aussi, ce petit enfant-là. Puis peut-être qu'il va y avoir des trucs qui vont être différents de ses parents, mais que ça va être aussi bon, là, c'est ça. Oui. Et dernièrement, le point numéro 9, soyez positif. Il n'est pas nécessaire de revenir à plusieurs reprises sur les échecs ou les résultats moins satisfaisants de votre enfant. Il sait déjà très bien qu'il a échoué. Les défis et les difficultés font partie de la vie. Mieux vaut lui demander pourquoi il croit ne pas avoir bien réussi. Aidez-le ensuite à trouver des moyens de s'améliorer. Toutes des propositions très sages. Tout à fait. Et on nous dit finalement l'autonomie lors des devoirs et des leçons. Au début du primaire, votre enfant aura besoin d'un accompagnement constant pour ses devoirs. Peu à peu, il deviendra plus autonome dans la gestion de ses tâches et de ses devoirs, mais il aura toujours besoin de sentir que vous êtes présent et prêt à l'aider aux besoins. Pour favoriser son autonomie, vous pouvez inviter votre enfant à préparer le matériel dont il aura besoin pour faire ses tâches. Ou encore, prendre un moment avec lui pour qu'il vous montre ce qu'il a appris. Cela pourra même rendre cette période agréable. Il sera fier de vous montrer ses nouveaux apprentissages. Et on dit toujours que quelqu'un qui est capable d'expliquer quelque chose, ça veut dire qu'il l'a compris. Donc, c'est une bonne façon de savoir si l'enfant saisit bien les notions. Là. Oui. Et troisièmement, on nous dit, s'il sait déjà lire, proposez à votre enfant de lire quelques pages à son jeune frère ou à sa jeune sœur, ou à son animal domestique, ou même à son toutou. Vous pouvez aussi lire une page à tour de rôle. Je savais pas ça qu'on pouvait lire des histoires à un toutou, mais... c'est parce que ça lui donne un certain public, là, ou en tout cas, il peut, dans son monde imaginaire. Surtout si t'en as plusieurs. Oui, c'est ça, c'est un petit public, là, ça peut être, ils applaudissent pas fort, mais ça peut être intéressant. On nous dit, en conclusion, que en cas de doute sur la période de devoirs et de leçons, il est toujours préférable de consulter son enseignant ou son enseignante. Oui, il reste quelques secondes. En fait, peut-être tu peux rappeler, si les gens veulent le relire, peut-être l'article lui-même qui est dans Naître et grandir, là, mais il porte quel titre? Ça s'appelle simplement « L'autonomie chez l'enfant ». C'est sur le site Naître et grandir. On peut trouver des bons trucs. Merci beaucoup, Pierre. Donc, l'autonomie chez l'enfant, un beau sujet. Merci pour ça. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce. Alors, merci beaucoup, Pierre Laporte, pour ta mise en onde. Bienvenue, mon cher. Et pour tes blocs Espresso et Allongé, où tu nous as parlé de l'autonomie chez l'enfant. Je remercie nos invités en début d'émission, Jean-Nicolas Ouellette et Kevin Gagnon, qui nous ont mieux fait connaître la ressource Camé. Notre collaboratrice Catherine Stassin était aussi des nôtres. Elle nous a parlé d'intelligence artificielle et santé mentale. C'était donc le menu de Folie Douce. Cette semaine, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.